Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous allons ouvrir cette dernière session de ce magnifique colloque. Alors évidemment, le thème que nous allons essayer d'aborder est un thème à la fois central et complexe, public, expert et amateur, et qui est lié évidemment à l'émergence de ce qu'on a souvent appelé une science publique, aussi bien à travers les académies, les salons, les cabinets de curiosité, les cours publics, que les démonstrations expérimentales ou encore les jardins botaniques, qui ouvrent les sciences à un public élargi. On a tant écrit durant les 30 dernières ou 40 dernières années sur cette question qu'il est bien difficile, évidemment, de la résumer. Au cœur de ces interrogations, évidemment, la question de l'existence d'un espace public des Lumières se pose, et les frontières entre public, experts et amateurs demeurent aussi poreuses. Les savoirs circulent à travers des réseaux de correspondance, les sociétés savantes, centrales ou locales, les académies provinciales, les entreprises de collectifs d'observation, les spectacles, les cérémonies publiques. On essaiera donc de dresser les contours de cette société des savoirs. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants. D'abord, à ma gauche, Francesca Antonelli, assistant professeur à l'Université de Bologne, spécialiste d'histoire du genre et de la chimie. Ses travaux portent notamment sur les pratiques d'écriture, les techniques de papier, les formes de travail intellectuel et la place des femmes dans la production des savoirs. Francesca a récemment publié un livre chez Viela en 2023, Scrivere e sperimentare, Marie-Anne Pauls-Lavoisier, secrétaire della Nuova Chimica. Scusami. Voilà, c'est ça. La paléographie m'a fait défaut. À mon extrême droite, mais n'y voyez aucune allusion politique, Pierre-Yves Lacour, maître de conférence HDR à l'Université de Montpellier, spécialiste d'abord de l'histoire naturelle, de l'histoire de l'institution muséale. Il a publié en 2014 son livre « La République des naturalistes », collection d'histoire naturelle et Révolution française, 1789-1804. Il a ensuite dirigé avec Jérôme Lamy et Myriam Marache-Gouraud le numéro du XVIIIe siècle sur les choses à savoir en 2024, consacré aux relations entre objets matériels et production des savoirs. Travaillant au croisement de l'histoire matérielle des sciences et de l'histoire institutionnelle, Pierre-Yves finit un livre sur la Société royale des sciences de Montpellier au XVIIIe siècle. Enfin, Jean-Luc Chappet, professeur d'histoire des sciences à l'Université Panthéon-Sorbonne, spécialiste des sciences révolutionnaires. Il a notamment travaillé sur les naturalismes, l'encyclopédisme, les formes de classification des savoirs, les écritures biographiques et les rapports entre sciences et politique. Parmi de nombreux ouvrages, je citerai peut-être les derniers, voilà, la liste est longue. La Révolution des sciences, 1789, ou Le Sacre des écrivains, en 2020. Et puis, en 2025, donc l'année dernière, Pasteur et les antivax, que je vous recommande, un ouvrage décapant, si j'ose dire, qui analyse les controverses autour de la vaccination à partir de la fin du XIXe siècle. Voilà. Donc, Francesca, je te donne la parole. Vous me voyez derrière. Merci beaucoup. Et du coup, j'y vais. Et donc, merci beaucoup à Antoine, Sylvia, Stéphane et Maxime pour l'organisation de ces journées de réflexion collective. C'est un plaisir pour moi, non seulement au niveau intellectuel, évidemment, mais aussi au niveau personnel, parce que je retrouve plusieurs amis avec qui j'ai partagé une partie importante de mon parcours dans la recherche ces dernières années, et dont j'ai appris beaucoup et je continue d'apprendre, en fait. Donc, c'est vraiment un plaisir. Et donc, le sujet de ces colloques me permet de reprendre les fils de recherche commencés à l'époque de la thèse, qui s'intéressaient globalement au rapport entre écriture, expérience et sociabilité, entre lumière et restauration. Et j'ai travaillé à partir de deux objets que vous voyez là dans la diapositive, les registres des laboratoires de Lavoisier, chimiste français qu'on connaît, non, haut fonctionnaire de la monarchie, membre de la ferme générale,
et les trajectoires de Marianne-Paul Lavoisier, son épouse et collaboratrice principale, compilatrice de ces carnets, après Lavoisier lui-même, mais aussi celle qui se charge de leur conservation pendant une quarantaine d'années après la mort de Lavoisier, que l'on sait, il a été guillotiné en 1794. Donc, ces célèbres portraits de David de 1788 condensent un peu plusieurs questions que je pense nous intéressent aussi aujourd'hui, celle du public, celle de la distinction entre experts et amateurs, celle de la supposée universalité des sciences des Lumières. Comme des recherches récentes l'ont montré davantage, vous les voyez là, cette première version qu'on a découverte il y a quelques années du tableau de David, les Lavoisier choisissent de se faire représenter non comme une famille de la haute bourgeoisie, mais comme un couple de collaborateurs engagés dans les projets d'une chimie qui se voulait nouvelle, voire révolutionnaire, c'est des termes qu'ils utilisaient les deux, puisque fondée au moins idéalement sur l'usage d'instruments sophistiqués, sur une nouvelle idée d'éléments chimiques et sur toute une langue, en fait, une nomenclature qui se pensait comme étant à la fois spécifique et universelle. Donc la question du public était déjà présente dans les tableaux, notamment dans les regards de Paul Lavoisier ou Madame Lavoisier, tournés non pas, comme vous le voyez, c'est un aspect qu'on connaît déjà évidemment, donc tournés non pas vers Lavoisier mais vers les spectateurs, vers nous dans un certain sens, et que l'on peut lire aussi comme un rappel de son rôle d'intermédiaire entre les chimistes et ses lecteurs. Et cette médiation passait par la traduction, l'illustration des textes, qui étaient les aspects les plus connus de sa trajectoire, mais aussi par des formes d'écriture liées à la pratique expérimentale et à la sociabilité. Non. Oui. Et là, vous voyez quelques traces de cette sociabilité dans les papiers et dans les collections de Lavoisier, sociabilité qui servait aussi à convaincre, ou plutôt à convertir, selon un mot que Paul Lavoisier elle-même utilisait, les interlocuteurs les plus critiques de Lavoisier. Et là, ces petites diapositives, aussi un petit hommage aux réflexions menées dans le cadre du séminaire La curiosité des Lumières d'Antoine et Sylvia il y a quelques années, qui vraiment m'avait aidé beaucoup à rentrer dans cette dimension complexe entre sociabilité et curiosité dans le cas de Lavoisier. Et donc, on voit là déjà une tension, on a affaire avec une science qui devient plus technique, plus spécialisée, plus sévère, pour ainsi dire, mais qui continue de s'appuyer sur les moyens d'une science mondaine, liée aussi à la curiosité. Donc, à la veille de la Révolution, cette fameuse chimie nouvelle est en réalité quelque chose d'hybride. Elle est technique et mondaine à la fois, elle est domestique parce qu'elle est centrée dans les laboratoires à l'arsenal de Lavoisier, où en fait ils habitent aussi, mais qu'on cherche à faire entrer dans les institutions, dans l'enseignement, dans l'industrie, dans les projets de réforme, etc. Elle est aussi un nom en particulier déjà à l'époque qui est celui de Lavoisier et pourtant elle reste un projet collectif parce qu'il y a plusieurs mains en fait qui travaillent et parce que, comme je le disais, elle a besoin tout le temps d'un public. Et je dis tout cela aussi parce qu'en fait, les contrastes avec les représentations du 19e siècle de toute cette histoire est assez évident. Si par exemple on prend un classique de l'histoire de la chimie mais aussi la première étude des registres laboratoires de Lavoisier, la révolution chimique Lavoisier de Marcellin Berthelot, publié en 1890, vous voyez que la question est posée dans des termes très différents. Selon Berthelot, les transformations qui ont touché la chimie des Lumières et qui, selon lui, ont fondé la chimie, et disons c'était un peu les clichés du 19e siècle en général, qui ont fondé la chimie moderne au 18e siècle, et au fond, la modernité tout court, je cite, ne sont pas une œuvre collective, elles sont dues à un seul homme, Lavoisier. Donc il y a une contraction du travail collectif dans la figure d'un génie solitaire qui pouvait aussi, on peut l'imaginer, soutenir une lecture très nationaliste de cette chimie moderne, donc au fond aussi de la modernité scientifique de l'époque. Et on en voit un aboutissement déjà de cette idée ou de cette idéologie déjà dans l'édition nationale des œuvres de Lavoisier, lancée en 1864, mais aussi dans la statue de Lavoisier inaugurée en 1900 devant l'église de la Madeleine et détruite pendant l'occupation nazie de Paris en 1943. Donc les deux mythes, en fait, de Lavoisier, père fondateur de la chimie moderne et martyr de la Révolution, sur lesquels je vais revenir, rentrent aussi
non seulement dans l'historiographie, mais aussi dans un imaginaire plus vaste. Là, j'ai mis juste deux réclames de la première décennie du XXe siècle que j'aime beaucoup, des cartes qui étaient incluses, disons, dans des chocolats et un extrait de viande. Vous voyez, il y a de ces deux images, non? Disons qu'on connaît déjà bien les liens qui ont été étudiés entre la catégorie des révolutions scientifiques, qu'elles soient chimiques ou pas, une certaine idée de modernité européenne et nationale aussi dans ces cas-là, et la construction d'un corpus canonique des figures, des textes, des lieux. Donc, juste pour l'expliciter, je vais parler d'évolution chimique dans cette présentation comme un récit, en fait, un récit produit, revendiqué et mis en scène par les Lavoisier. Donc, je vais à partir de ça, me concentrer juste sur trois moments. La représentation chez les Lavoisier de cette révolution, comme il l'appelait, comme une entreprise collective et hiérarchisée. Ensuite, on va voir quelques exemples de négociations de ces mêmes hiérarchies à l'intérieur et à l'extérieur du laboratoire. Donc, disons comment elles fonctionnaient dans la pratique. Et enfin, quelque chose, ce qui se passe au XIXe siècle, donc la mise en mémoire de toute cette histoire qui réduit ces collectifs à la figure d'un Lavoisier grand homme. Donc, on a souvent souligné, et c'est vrai, je suis d'accord, que l'image de Lavoisier comme auteur unique d'une révolution dans les sciences est tout d'abord une auto-représentation. Il insiste beaucoup sur cette idée que, comme vous le voyez là, cette citation elle est assez parlante, où en fait, en 1792, c'est une petite note qui a un côté autobiographique aussi, qui sera mise ensuite en circulation par Paul Lavoisier en 1805, il revendique la paternité des 15 années en fait de débats. Cette phrase est assez connue, cette théorie n'est donc pas, comme je l'entends dire, la théorie des chimistes français, elle est la mienne, et c'est une priorité que je réclame auprès de mes contemporains et de la postérité. Mais en fait, derrière cette revendication des priorités, je pense qu'il y a une réalité un peu plus complexe, où cette idée de révolution chimique est en fait déjà à l'époque un projet collectif et un peu particulier. Je vais essayer de les montrer rapidement. Donc, déjà, si on regarde la correspondance, par exemple, on voit que l'idée même des révolutions n'est pas liée seulement à la formulation d'une certaine théorie, par exemple sur l'oxygène, sur la combustion, etc., mais aussi à son adoption par un public. Là, vous avez un extrait d'une lettre assez connue, très connue par les spécialistes à Benjamin Franklin, où Lavoisier, disons, c'est la lettre où il fait ces fameux parallèles entre révolution chimique et révolution politique, mais en fait, vous voyez qu'il relie ces deux idées, non? L'idée d'une révolution et l'idée que cette révolution a besoin pour être telle d'une base de soutien, et cela est encore plus clair dans cet autre extrait d'une lettre à Chaptal. Et donc, les représentations imprimées que les Lavoisier donnent de leur projet, donc de ce projet de chimie nouvelle, entre guillemets, déjà dans les années 80, allait plus ou moins, je trouve, dans le même sens. Là, vous voyez des ouvrages qui font partie de ce qu'on appelle la campagne de persuasion menée par les Lavoisier à soutien de ces projets. Et vous voyez que c'est des projets collectifs, non? Ça se voit déjà tout de suite dans la page des titres. Et en particulier, l'édition française, celui que vous voyez au milieu, l'essai sur le phlogistique, qui était une édition française de Lesson Phlogiston d'un chimiste irlandais, Richard Kirwan, qui avait été traduit par Madame Lavoisier et annoté par Lavoisier et ses collaborateurs. Je vais juste les passer très rapidement. Encore une fois, déjà dans la préface, vous voyez qu'il y a ces deux images. L'image d'un savant qui est Lavoisier, qu'on nomme pas, mais c'est clair que c'était lui, qui a vraiment vu inaugurer une nouvelle manière de faire de la chimie. Et tout de suite après, il y a la liste des gens qui sont en train de les soutenir. Et en fait, c'était un peu exagéré dans les tests, non seulement évidemment les termes qu'on utilise sur Lavoisier, mais aussi cette histoire du soutien immédiat qu'il aurait reçu. Il avait en fait beaucoup plus des débats là-dessus.
Après, ouvertement collective et enfin la représentation visuelle de cette pratique expérimentale chez les Lavoisier, donc dans les laboratoires notamment qu'ils avaient à l'Arsenal. Là, vous voyez un exemple qui fait partie de cette fameuse série de dessins de Paul Lavoisier, qui était conçu pour accompagner des mémoires sur la physiologie de la respiration, et où on ne trouve pas seulement une explication du fonctionnement des expériences, mais aussi une mise en scène des rôles de celles et ceux qui travaillaient dans les laboratoires. Vous voyez Lavoisier qui dirige, Armand Séguin, qui était en fait le véritable initiateur, même selon Lavoisier, de ces expériences. Vous voyez que le pauvre se soumet lui-même à l'expérimentation en fait dans tous ces dessins. Et Paul Lavoisier remplit les registres des laboratoires, enfin en assistant, lui qui était véritablement anonyme, disons au moins pour nous, à nos yeux, déplace dans l'ombre un récipient. Donc l'idée pour moi, c'est que je voulais dire que c'est qu'en fait cette révolution chimique dont le Lavoisier parle n'est pas encore à ce stade-là. Les mythes ne correspondent pas encore complètement au mythe du génie solitaire qu'on trouve dans l'historiographie du XIXe siècle, mais il est plutôt les portraits d'un collectif avec ses hiérarchies. Donc, on a un groupe de soutien, de collaborateurs, d'assistants, de témoins organisés, ça oui, autour de Lavoisier comme chef de file, et peut-être mieux connaître dans un espace domestique aussi comme chef des familles. Et donc, je vais essayer là de rentrer un petit peu dans ces hiérarchies, donc en passant des représentations qu'on vient de voir très rapidement aux pratiques de travail. Deuxième partie. Donc, les réseaux des collaborateurs et des assistants de Lavoisier a déjà... Ces spécialistes ont déjà été étudiés en détail, mais il reste par exemple à comprendre les relations entre Paul Lavoisier et les autres gens collaborateurs de Lavoisier, notamment les autres compilateurs des registres des laboratoires. Là, vous en voyez deux, mais il y en a plusieurs, avec lesquels il semble entretenir des rapports, disons, plus ou moins égalitaires. Et c'est intéressant, je trouve qu'en fait, ils ont plus ou moins les mêmes âges. Non? Paul Lavoisier, quand il se marie avec Lavoisier, elle est beaucoup plus jeune. Donc, il y a vraiment une génération de compilateurs qui travaillent pour Lavoisier. De même, son rôle en général dans la maisonnée, à la tête des domestiques, ça c'était, disons, quelque chose qui était commun chez les femmes de la haute société. Donc, il reste à approfondir, par exemple, comment elle gérait tous ces réseaux de domestiques qui étaient mobilisés, notamment à l'occasion d'expériences publiques ou semi-publiques à l'Arsenal. Mais je vais juste me limiter à quelques observations sur la manière dont ils travaillent à deux, Madame Lavoisier et Lavoisier, en répartant des registres de laboratoire, encore une fois, parce que l'idée pour moi, c'est que cette révolution chimique dont il parle est un projet collectif, comme je le disais, traversé par des hiérarchies différentes, par des hiérarchies stratifiées, des genres, des classes, d'âge, mais que ces hiérarchies peuvent, dans certaines circonstances, être négociées. Donc, je vais essayer de compliquer un peu ce que je viens de dire à propos des hiérarchies dans les laboratoires. Et je ne rentre pas dans les détails, mais juste pour avoir une idée de comment fonctionnent ces papiers. Il s'agit, à mon avis, d'une véritable archive de l'expérience pour le Lavoisier. C'est un vaste dépôt d'informations, dans une certaine mesure ouvert et révisable et révisé au fur et à mesure qu'il est consulté, et auquel les Lavoisier et les autres compilateurs reviennent à plusieurs moments. Donc, si l'on compare les interventions de Madame Lavoisier dans ses carnets, qui en fait se prolongent sur toute la chronologie des rédactions de ces carnets, qui est 1772, début des années 90, avec celle de Lavoisier, on voit tout de suite des différences. D'un côté, Lavoisier utilise ces carnets non seulement pour enregistrer des données, des poids, des mesures, des procédures, etc., mais aussi pour formuler des doutes, des hypothèses, des questions ouvertes, des réflexions, comme il l'appelle, sur l'expérience qui vient d'être annotée. Souvent, la réflexion, disons, suit un petit billet comme celui-là que vous voyez dans cette diapositive. Donc, en fait, c'est lui qui transforme les annotations, souvent prises, je disais, sous la forme de ces billets-là, dans un récit plus articulé. De l'autre côté, l'écriture de Paul Lavoisier nous apparaît, au moins, disons, à nos yeux, assez impersonnelle. En fait,
dans les centaines de pages qu'elle rédige dès le début des années 70, elle n'use presque jamais la première personne du singulier. Moi, j'ai trouvé qu'une seule occurrence en soit peut-être intéressante parce qu'elle concerne une analyse chimique faite non pas à travers les instruments dont ils parlaient les deux tout le temps, mais à travers l'essence. C'est l'analyse de l'acide du citron. Donc, au contraire, c'est l'impersonnel on qui domine dans son écriture, comme si il absorbait sa voix dans celle du collectif expérimental, ou peut-être aussi pour renforcer le caractère neutre de son témoignage. J'hésite un peu entre les deux lectures. Et après, on peut aussi ajouter que malgré ce travail d'écriture qu'elle associe à un rôle de secrétaire, terme qui renvoie à lui-même un système de hiérarchie et un rapport complexe au maître, et malgré le fait que ce rôle de secrétaire, on l'a vu dans les dessins, fait partie de son auto-représentation, en fait, pour elle, les registres de Lavoisier sont ses registres à lui, non? C'est l'expression qu'elle utilise. Et tout cela, je ne vais pas rentrer dans cet aspect, mais apparaît assez cohérent avec son rapport à l'autoralité en général lorsqu'il s'agit d'écrire. Elle se représente souvent comme une épouse dévouée à son mari qui n'a pas d'intérêt à se mettre, disons, à se rendre visible, etc. Et c'est vraiment un cliché du XVIIIe siècle qui a été étudié notamment par Megan Roberts dans le cas de Lavoisier. Donc, je vais juste comparer les registres des laboratoires à un autre type de documents, pour ainsi dire frères, qui sont les carnets de voyage de Lavoisier, rédigés encore une fois ensemble, au moins pour ces... En fait, ils sont 4, les carnets qu'ils rédigent ensemble, ils datent de 1787 et 1788. Et je disais papier frère parce que, bien qu'il soit rédigé en voyage, au cours des missions dans les provinces françaises liées aux fonctions institutionnelles de Lavoisier, ils sont en fait aussi riches à mesure en observations physico-chimiques du sol, des roches, des eaux. Donc ils sont assez loin, disons, d'un récit de voyage tel qu'on est habitué à les lire. Et ils servent, un peu comme les registres des laboratoires, aussi à la pratique expérimentale de Lavoisier. Mais la chose que m'intéresse pas... Ah, voilà, là, c'était juste un exemple du type d'écriture qu'on retrouve dans les registres, dans les carnets de voyage. Donc, je disais, à la différence des registres de laboratoire, les carnets de voyage laissent place à un ensemble plus large, en fait, des registres d'écriture. L'espace du terrain, les voyages, la situation des mobilités dans lesquelles ils sont rédigés semblent, en fait, remettre en question les hiérarchies du laboratoire. Ici, comme vous le voyez dans cette diapositive, l'écriture de Paul Lavoisier se superpose à celle de Lavoisier, sur les plans thématiques, mais aussi stylistiques, pour ainsi dire. Par exemple, tous deux peuvent prendre de brèves notes mal écrites, sans arrêter. Vous voyez là cette écriture en mouvement. Mais tous deux peuvent aussi rédiger de longs récits, souvent le soir ou pendant la pause du voyage. Et ce qu'on ne trouve pas, comme on le disait avant, dans les registres des laboratoires. Ici, en plus, Lavoisier adopte sans hésitation la première personne du singulier, comme dans ses notes qui ouvrent un carnet consacré à un voyage à Orléans en 1787. Et c'est des notes que Paul Lavoisier rédige au soir, donc après ses observations. Et ces observations concernent en fait une espèce d'exploration qu'elle a faite pendant la journée des environs d'Orléans avec l'aide d'un guide, pendant que Lavoisier était occupé à l'Assemblée provinciale. Et vous voyez qu'elle s'arrête sur les usages des femmes locales, qu'elle compare aux parisiennes, elle décrit les cultures et imagine, là on ne les voit pas dans les pages suivantes, mais elle imagine aussi des projets futurs d'analyse des eaux de la rivière, un thème sur lequel Lavoisier allait écrire peu après un rapport pour l'Assemblée provinciale. Donc vraiment il reste trace dans les carnets des voyages d'une collaboration plus riche, disons, par rapport à ce qu'on voit dans les registres des laboratoires. Et ces perspectives personnelles qu'on voit là s'intercalent parfois dans les comptes rendus de l'expérience elle-même. Vous voyez là cette écriture à deux. Si on suit encore une fois les annotations sur les femmes, on voit que ces notes
qui arrive en bas de la page à droite de Paul Lavoisier, où elle commente encore une fois, dans ces cas-là, les chapeaux et les écharpes des femmes autour des fonderies du Creusot, où le Lavoisier s'était rendu pour une mission officielle de l'Académie des sciences en 1988. Et ces remarques interrompent une série de notes techniques qui servent, encore une fois, peu après, à composer, dans ces cas-là, un procès verbal pour l'Académie. Donc, c'est peut-être aussi, et ça c'est une hypothèse que je fais, le format même du carnet de voyage qui permet ce mélange des genres et des styles différents, parce que Lavoisier lui-même, en fait, non, c'est pas là, c'est là, peut mêler dans ses notes la description d'un site archéologique visité au passage, là c'est un portail roman, avec des notes relatives à l'analyse des eaux du puits adjacent. Donc on voit aussi l'obsession de Lavoisier pour la répétition des expériences, même quand il voyageait en touriste, disons. Donc mon impression, c'est que les hiérarchies affirmées dans les laboratoires peuvent être partiellement négociées lorsqu'on change les supports sur lesquels on écrit, mais surtout les conditions matérielles et sociales du travail. Ok. Donc, je voulais ajouter quelque chose, mais je ne veux pas trop profiter du temps. Donc, juste un dernier point qui concerne la mort de Lavoisier en 1794, qui ouvre une nouvelle configuration. Et en fait, c'est le moment où on passe vraiment de ces collectifs avec ces hiérarchies qu'on peut négocier dans une certaine mesure à la représentation du grand homme. Donc, le nouvel statut social de Paul Lavoisier après 1794, c'est celui avant tout de veuve, mais non pas une veuve quelconque, elle est veuve sans enfant dans un d'Ancien Régime, dont la mémoire apparaît tout de suite ambiguë en fait, prise entre l'embarras de ses anciens confrères de l'Académie des sciences et ses collaborateurs, dont certains avaient engagé entre-temps une carrière politique dans les institutions révolutionnaires, et la volonté d'en faire un martyr de la Révolution. Il s'ouvre ainsi un espace ou même une arène où on se dispute la mémoire de Lavoisier, comme cela a été déjà montré. Fourcroy, par exemple, qui participe à ces panthéons de papier, pour reprendre une expression de Jean-Luc Chappé, dans ses récits biographiques sur Lavoisier, il célèbre son ancien collaborateur comme le fondateur d'une nouvelle manière de faire de la chimie, etc. Mais je trouve aussi comme un peu un chef d'une école, une sorte de guide parmi des pairs, parmi lesquels Fourcroy, évidemment, s'inclut lui-même. Non? Donc il y a ce type de course, disons, à s'inscrire dans la mémoire de Lavoisier. Et la version de Lavoisier sera, à mon avis, encore plus restrictive. Son Lavoisier à elle, c'est celui de la note qu'on a vue au début, non? Où il revendique la paternité de tous les débats de la chimie, en fait, de la fin du XVIIIe siècle. Et sous sa plume, elle devient aussi un homme vertueux, disons, qui a été assassiné, ça c'est un mot qu'elle utilise plusieurs fois, mais aussi quelqu'un qui n'avait en fait presque pas eu besoin de collaborateurs. On le voit dans cette brève préface que Paul Lavoisier ajoute aux mémoires de chimie que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, je crois, mais disons cet ensemble des œuvres posthumes de Lavoisier qu'elle essaye de publier en 1805, qui en fait avait un caractère ouvertement collectif, encore une fois, et qu'elle réinterprète comme un monument, c'est le terme qu'on utilise, un monument de papier à Lavoisier, et elle exclut formellement, de manière explicite, tous les autres collaborateurs. Et donc, il y a une tentative de reconstruction, de publication des œuvres posthumes, il y a un exercice, disons, d'écriture biographique dans lequel je ne veux pas rentrer, mais disons, je vais juste dire que tout cela s'inscrit dans un travail encore plus vaste de reconstruction matérielle de son héritage, l'héritage de Lavoisier, centré sur la récupération et la réorganisation, mais aussi l'exposition, les prêts, la perte, les nouveaux achats, des papiers, des instruments, des collections qui avaient appartenu à Lavoisier. Et ce long travail du quotidien de gestion de l'héritage, qui jouera aussi un rôle décisif dans la dispersion de ces matériaux à sa mort, à elle, en 1836, est encore une fois animé de manière très claire par ce double mythe que je disais au début, dans Lavoisier, père fondateur et martyr. Et
Ok, voilà. Non, là, c'était juste pour donner une idée du réseau qui s'est construit ou reconstruit autour de ces objets, ces papiers de Lavoisier. Là, vous voyez une citation de Biot qui raconte avoir, dans son traité, avoir pu consulter les manuscrits originaux à travers Paul Lavoisier du fameux chimiste. Mais voilà, on le retrouve aussi pour certains objets de sa collection, etc. Donc, juste pour terminer, je voulais juste signaler un dernier point qui invite peut-être un peu à élargir la perspective. Parce que, disons, la relecture de ce qui avait été un chapitre collectif des sciences des Lumières comme l'œuvre d'un seul grand homme, opéré, on l'a vu en grande partie par une veuve, pose peut-être aussi la question un peu plus large du rôle de ces familles dans la construction de ces mythes savants. Et ce rôle, je pense, peut passer aussi par des gestes très banals, très ordinaires, comme la gestion d'un héritage, la conservation, la donation des papiers, le financement d'un prix. Là, vous voyez un prix, par exemple, financé par la veuve Laplace, dédié à Laplace, mais qui, disons, relevait de manière très claire du nom de la veuve aussi, parce qu'il y a souvent ce jeu de visibilité et invisibilité de ces veuves à travers la mémoire du mari. Et donc, je disais un rite commémoratif. Là, c'est un tombeau dédié à Monge à Père-Lachaise, encore une fois voulu par sa veuve. Mais on a aussi des exemples d'écriture biographique, etc. Et je sais que la liste, là, je fais juste quelques exemples, mais que la liste peut continuer, que je suis sûre que vous avez probablement des exemples, non, à vous en tête. Et donc, ces monuments... Ah, voilà, là, c'était juste un exemple sur Lucie Loger, qui était la nièce d'Aragone, dans une chronologie plus tardive, mais il y a encore toute cette constellation, non, des pratiques, écriture biographique, don des papiers, don des bustes, objets, etc. Et donc, ces monuments relèvent de ce qui a été appelé la célébration sculptée des grands hommes, mais ils peuvent aussi contenir, et je vais arrêter juste sur cette diapositive, des indices sur ces rôles joués par les familles dans ces représentations a posteriori, dans un certain sens, de ce qui avait été la science du XVIIIe, XIXe siècle. Donc, pour reprendre la question à qui appartient la science des Lumières, peut-être elle appartient un peu aussi à ceux et celles qui sont dans les conditions de raconter l'histoire, non juste après. Et j'arrête là. Merci.